Il nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. Nous recevons dans Entre les lignes spéciales le patron de cette maison, le numéro 1 de Congo Buzz Télévision, que nous recevons en qualité d'analyste politique indépendant. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir le directeur général Christian Bossembe dans Entre les lignes. Monsieur le DG, bonjour et merci d'être avec nous. Merci Dan, merci en tout cas, bonjour. C'est un honneur d'être sur ce plateau. Je vois à chaque fois vous recevez des gens assez importants et je veux me prêter à l'exercice. Merci beaucoup, monsieur le DG. D'entrée de jeu, nous parlons de l'actualité, comme vous savez, le discours du président de la République aux Nations Unies. Avant d'aller spécifiquement sur les questions, comment globalement avez-vous trouvé son discours? C'était un excellent discours, du moment où le chef de l'État a rencontré toutes les questions qu'on se pose. Le chef de l'État a dit exactement ce que tous les Congolais voudraient qu'il dise. Parce que, souvenez-vous, il y avait une sorte de, on va dire, de peur collective pour attaquer le Rwanda. Personne n'avait le courage de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Il y avait un silence des cimetières. Et un peu comme si le Rwanda était intouchable. Maintenant là, on ne parlait plus des voisins, on a parlé du Rwanda. Et on le dit, le président Kagame sur place, on le dit, tout le monde est sur place. Mais ce qui est fondamental, c'est que le chef de l'État n'a pas parlé que de M. Kagame. Il a parlé de M. Kagame dans sa petite expression. M. Kagame, le Rwanda, utilisé comme de sous-traitant. Et le chef de l'État n'a pas visé le Rwanda, il a visé plus grand que le Rwanda. Ça veut dire ceux-là qui soutiennent le Rwanda. Et le président a répondu encore à M. Guterres, qui visiblement n'a pas l'histoire de la géographie, il ne connaît pas exactement la RDC. Et là, il a répondu à M. Guterres. Et le chef de l'État a finalement, dans son discours, évoqué, moi j'appelle ça, on va dire le paragraphe décisif ou le paragraphe de tous les enjeux, quand il dit que c'est plutôt à vous de décider de ce qui va devenir le monde. Et moi, je crois que c'est fondamental. Quand le chef de l'État fait le parallélisme avec ce qui se passe en Ukraine, le chef de l'État ne le dit pas tout de suite, mais entre les lignes, on comprend, un peu comme votre émission, entre les lignes, on comprend qu'ici, il s'agit d'un silence quand on tue à l'est de la République du Congo, parce que ce sont des Africains, c'est des Noirs, on s'en fout, éperdument, ils peuvent mourir. Mais quand on tue en Ukraine, alors là, c'est un crime. Ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde. Et les chefs de l'État ont finalement manifesté cela. Et je crois que c'est formidable. Mais comment expliquez-vous le manque d'adhésion de tous les dirigeants qui sont passés après lui? Vous avez le président sénégalais, le président turc, tous ces présidents qui sont passés là-bas. Personne n'a cité le conflit congolais. Ils ont cité tous les conflits du monde, russo-ukrainien, Israël, tout ça. Mais la RDC, presque personne, sauf un président qui aurait cité ça. Oui, le président de la Pologne, ou je ne sais plus. Mais il faut dire une chose. Le problème, c'est que tant que nous allons attendre que les gens parlent de nous, et ça sera très dangereux. Nous devons parler de nous, d'abord nous-mêmes. Notre président a parlé, je crois que c'était extrêmement important. Mais l'Union africaine joue quel jeu? L'Union africaine, c'est encore une fois, c'est une marionnette de l'Occident. On sait tous que le président Macky Sall ne peut dire aucune chose. Le président Macky Sall est allé à la limite quémander du blé en Russie, alors que nous avons des terres beaucoup plus fertiles que la Russie. Donc ici, il y a un problème d'un leadership africain qui ne sait pas vendre le problème africain. Ce qui se passe au Mali est totalement inexplicable. Ce qui s'est passé en Centrafrique est totalement inimaginable. Ce qui s'est passé en Libye, ou ce qui se passe même jusque-là, en Libye, est totalement inimaginable. Mais est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Puisque l'Africain a été, on va dire, un peu comme France Fanon le dit dans Damnés de la Terre, on a tellement été aliénés que nous pensons que nous sommes grands en parlant de problèmes des autres, moins de nous. Certains disent que c'est un échec de la diplomatie du chef de l'État. Que sa diplomatie est... En tout cas, il a failli. Pendant les 4 années qu'il a... Presque les 4 années, il a complètement failli. Parce qu'il n'y a presque pas de soutien. D'abord, en Afrique, tous les Africains semblent ne pas adhérer à sa cause. Ça serait un échec de sa diplomatie. Alors, il faut dire que la diplomatie du président a eu quelques échecs. Il faut le dire, il faut le reconnaître. D'abord parce qu'elle est portée par qui? Qui porte notre diplomatie? C'est des hommes et des femmes qui ne partagent pas la vision du président de la République. Il faut le dire. Qui est le patron de la diplomatie congolaise?
vous donnez la diplomatie congolaise, ça veut dire votre visibilité internationale, vous le donnez à quelqu'un qui vient de votre concurrent, qui veut être à votre place. Bon, à moins que ce soit un exploit de génie, mais un résultat probant ne peut pas sortir de là. Qui ont parlé de nous? À la Maison Blanche, qui parle du Congo? Aux Champs-Élysées, qui parle du Congo? Dans les palais chinois, qui parle de la RDC? Dans les palais de Russes, qui parle de nous? Personne ne parle de nous. Peut-être des petits coopérants par-ci, par-là, mais personne ne parle de nous. Nous n'avons pas réussi à fédérer 15 sénateurs américains pour parler de notre situation. C'est vrai, on va dire, on doit parler de ça nous-mêmes. Mais pour parler de ça nous-mêmes, on doit construire à l'intérieur ce qu'on n'a pas encore fait. Nous n'avons pas encore construit à l'intérieur et nous essayons de voir à l'extérieur. Mais jusque-là, il n'y a vraiment pas, on va dire, un véritable go. La diplomatie, il y en a beaucoup de manières. Il y a la diplomatie de la visibilité. Ça, le chef de l'État a réussi lui-même. C'est ça ce qu'on appelle une diplomatie de la visibilité. Il sort, il montre le pays dans le chiquier international, tout le monde le voit. Maintenant, dans la diplomatie de la résolution des problèmes, dans l'enrôlement de gens qui vont parler de vous, ça, on n'a pas fait des pas. Parce qu'on parle de qui d'abord? Regardez, le chef de l'État était président de l'Union africaine. Mais après, qui en parle encore? On a oublié. Poser la question aux Africains, s'ils connaissent que Tshisekedi était président de l'Union africaine. Peu connaissent. Puisqu'on n'a pas fait ce qu'on appelle le post-vente. On n'a pas parlé de ça après. Nous ne connaissons même pas les résolutions qui avaient été prises. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'a pas été vendu correctement, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et ça, c'est un véritable problème. Puisque quand vous êtes en train de travailler à l'interne, la diplomatie doit pas seulement être une diplomatie de visibilité, qui est une très bonne chose, mais aussi une diplomatie d'ancrage. Vous devez entrer en profondeur. Vous devez être en mesure d'enrôler toutes les voies internationales à votre guise. Ça, jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait. D'accord. Dans le discours, je vais prendre juste un extrait. Le président dit: le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la RDC de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises, de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité et à la construction d'une paix durable. Est-ce que les Nations Unies, est-ce que c'est dans les prérogatives, je veux dire, des Nations Unies de contribuer à la paix? Est-ce que les Nations Unies ont cette charge-là de contribuer à la paix de la RDC? Il faut dire deux choses. La première chose, la sécurité d'un pays dépend de ce pays-là. C'est un pays qui protège ses citoyens et c'est un pays qui protège ses frontières. Mais il arrive que les pays développent des idées hégémoniques, allant dans le but d'appauvrir les autres par les pillages et par d'autres mécanismes peu conventionnels. C'est ainsi que, à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, à San Francisco, va se créer cette histoire. Je l'appelle histoire parce qu'elle ne sert absolument à rien. L'ONU. L'ONU va être créée après. Pourquoi? Parce que l'ONU s'est créée parce que les pays ne se sont pas entendus. La SDN a échoué, la Société des Nations a échoué à imprimer la paix. Et ils se sont dit plus jamais ça. Donc il fallait la naissance de l'ONU. Mais on va se rendre compte finalement que les bilans en termes de désordre et des morts est beaucoup plus compté avec l'ONU qu'avec l'SDN. Ça veut dire que le monde a créé un autre problème en voulant résoudre un problème. Donc l'ONU ne résout pas le problème parce que sinon, quel est le pays qui a été pacifié grâce à l'ONU? Aucun. Aucun pays dans le monde n'a été pacifié grâce à l'ONU. Et dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et le chef de l'État dit à l'ONU, le peuple congolais doute de vous déjà. Le peuple congolais pense que vous êtes complice. Le peuple congolais pense que vous traitez avec le Rwanda. Vous traitez avec les pilleurs. Alors, votre réponse déterminera la crédibilité qu'on va vous accorder. Ça, c'est une remise en des responsabilités. Nous pouvons nous arranger. Mais quand la MONUSCO dit que les rebelles, que les chefs de l'État considérés comme des terroristes, utilisent des armes beaucoup plus sophistiquées que les armes de la MONUSCO, alors c'est un échec du monde. Là, vous parlez du discours bien évidemment d'Antonio Guterres. Parce que le paragraphe de tous les enjeux que vous venez de citer là, ce que je peux considérer véritablement comme un paragraphe décisif, mais c'est exactement la réponse au discours. Parce que, à quoi sert la MONUSCO finalement? 20 ans, elle est au Congo.
Mais c'est dans 20 ans que depuis que la MONUSCO est au Congo, nous comptons 10 millions de morts. Alors dites-moi, comment vous avez une sentinelle chez vous, mais vous continuez à vous faire voler? Et la sentinelle vous dit non, il faut que le patron, c'est à vous de vous sécuriser. Si vous voulez qu'on se sécurise, partez. Nous, on va se sécuriser. Puisque vous voulez que les FARDC soient fortes. Si les FARDC arrivent à mettre terme à la guerre, à qui profitera la couronne? Ce sera la MONUSCO. La MONUSCO dira que c'est nous qui avons combattu, c'est nous qui avons aidé. Alors si vous voulez que vous voulez avoir la gloire, ben, mouillez-vous un peu. D'accord. Mais comment réussissez-vous à cette sortie médiatique de Muzito qui dit en ce qui concerne le Rwanda, nous nous plaignons trop, nous devons préparer la guerre? Et il a raison. Il a raison. On se plaint trop. Oui, bien sûr, on se plaint beaucoup. On se plaint beaucoup, le Rwanda fait ceci, le Rwanda fait cela, on se plaint beaucoup. Mais il faudrait intégrer cette histoire. Il faut dire aux gens ce que le Rwanda ne peut pas nous agresser. Il n'en a pas le moyen. Le Rwanda, c'est 13 millions de personnes. La ville de Kinshasa a 14 millions de personnes. On parle de 12 millions, ça va faire 3 ans qu'on parle de 12 millions. Ça fait 5 ans qu'on parle de 12 millions. Donc on est déjà à peu près à 14 millions ou peut-être 15 millions. Ça veut dire que la ville de Kinshasa seulement est beaucoup plus grande en termes de population, beaucoup plus peuplée que le Rwanda. Ça veut dire même à main nue, nous pouvons arriver, nous entrons au Rwanda à 6 heures et nous arrivons à gagner le Rwanda à 17 heures, tout au plus. Mais voilà que le Rwanda, puisque le Rwanda a accepté de jouer la main d'œuvre, parce que c'est une main d'œuvre le Rwanda, c'est une sous-traitance qui accepte de jouer ce sale jeu pour détruire la paix au Congo et profitant bien évidemment à certains valets, parce qu'il faut dire ça aussi, le Rwanda a des tentacules au Congo qui permettent, ces tentacules qui permettent au Rwanda de tenir des généraux, des capitaines, vous le voyez, on les arrête ils sont au sein de notre armée nationale. Pas seulement de l'armée, de l'administration, mais le Rwanda a infiltré le Congo, vous n'avez aucune idée, Dan, c'est depuis 1997 que le Rwanda, bien avant d'ailleurs, le Rwanda était déjà en train de nous infiltrer. Mais alors l'infiltration a changé de visage et devenant un peu, nourrissant des ambitions, on va dire, d'occupation, à la limite. Puisque notre armée avait été infiltrée de la manière la plus scandaleuse que possible, avec les brassages et ainsi de suite, téléguidés par le Rwanda. L'administration publique, n'en parlons même pas, on les a vus partout. Au niveau, quel est le secteur qui n'avait pas été touché par l'invasion rwandaise? Pratiquement tous les secteurs. On a même eu des journalistes dans ce rang. Ça veut dire... Donc nous sommes incapables aujourd'hui de répondre à cette crise. Non, parce que nous connaissons le problème. Si je vous entends bien parler, il est multidimensionnel. Le Rwanda soutenu par les puissances, nous sommes infiltrés. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes pour mettre fin à ça? Changer les paradigmes. Il faut changer les paradigmes. En quoi faisons? Exactement. En détruisant le système que nous avons aujourd'hui. Regardez, le Parlement, il est imbibé de beaucoup d'antennes rwandaises. Le président Mbosso a dit à ses groupes de députés, quittez les groupes armés. Ils sont en intelligence avec l'ennemi. Ces gens-là sont là. Dans la magistrature, ils sont là. Ils sont partout. Alors, vous n'allez pas résoudre ce problème avec le même système, il faut le détruire. Et lorsque vous arrivez à le détruire, ça veut dire que vous réformez le système de façon globale. C'est vrai que ce n'est ni le lieu ni l'endroit de le dire, mais ceux qui sont éveillés comprendront ce que je suis en train de dire. Une fois que vous changez les choses, vous déverrouillez le système qui avait été verrouillé, eh bien, tout va bien se passer. Dan, je suis dans une mauvaise posture que je ne peux pas dire, étaler les stratégies. Mais en tout cas, il faut le détruire le système. Si vous le gardez, ça ne reproduira que les mêmes erreurs du passé. Parce qu'après, c'est très compliqué. D'accord. Donc, il y a ce problème-là, mais il y a aussi un autre problème, c'est la perception des Congolais. Nous aussi, nous n'arrivons pas à voir dans le futur. Le peuple congolais. Oui, nous, le peuple congolais, nous, les leaderships politiques, nous n'arrivons pas à regarder un peu plus loin. On ne s'entend pas sur tous les points. Bounagana est occupé, ça va faire quoi? Plus de 100 jours déjà. 100 jours. C'est beaucoup. Mais beaucoup, mais attends, 2 jours déjà, c'est scandaleux. On ne peut pas vous occuper pendant 2 jours. Mais là, ça fait 90 jours. On est au-delà. Plus de 90 jours. Oui. Mais entendez les députés parler. Entendez les politiciens parler. Les musiciens parler. Personne ne dit la même chose. Nous sommes tous dans nos... Donc voilà, chacun parle comme il veut. Pourtant, ici, il fallait une ligne. Une ligne qui devrait en principe fédérer tous les esprits. Et regardez par quoi opposition, majorité, oui. tout le monde. Mais comme monsieur Muzito qui parle par exemple de... il faut qu'on fasse la guerre. La guerre. Oui, c'est bien bon de dire qu'on va faire la guerre. Mais avec quels moyens? Avec quel budget?
Vous allez faire la guerre comment? Avec quel moyen? Avec quel budget? Comment vous allez faire? Avec autant d'infiltrés? Comment vous réussirez à le faire? Nous ne sommes même pas en mesure de faire une fonderie ici. Arrivons d'abord à faire une fonderie. Commençons d'abord à fabriquer nos propres armes. Ici. Commençons à fabriquer nos propres armes. Commençons à sortir, à extirper tous les militaires considérés comme des militaires issus de mixage et tout le reste. Commençons d'abord par rationaliser notre armée avant de la refonder. Parce qu'ici, il s'agit d'une refonte de l'armée. Tant qu'on n'a pas fait ces préalables-là, ne pensez pas à la guerre, ça va être scandaleux. D'accord. J'aimerais que vous puissiez interpréter cette partie du discours du président que je vais vous lire. Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations de l'autorité rwandaise à ce sujet, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation dans l'Est de la RDC et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image de la communauté de notre organisation. Ici, le président Félix Tshisekedi... Pas du rapport des experts des Nations Unies. Oui, il se place dans une posture de quelqu'un qui dit « Pourquoi vous faites la politique d'autruche ?» Ici, le chef de l'État interpelle les Occidentaux de sortir de leur hypocrisie. Voyez-vous, pourquoi vous faites ça? Vous voyez bien que nous sommes agressés. Vous voyez bien qu'on pille, qu'on tue à la merci. Mais pourquoi vous vous taisez? Pourtant, il y a des rapports, pas seulement nationaux, même internationaux, qui déterminent exactement qui est criminel et qui ne l'est pas. Il y a, non, dans ce que le chef de l'État dit, il est en train de dire qu'il y a des productions intellectuelles des hommes et des femmes épris de bon sens qui ont écrit sur cette histoire. Nous avons Charles Ounana qui a écrit, c'est un auteur de référence, on va le dire, sur le problème rwandais, montrant l'implication du Rwanda dedans. Il interpelle les gens, mais malheureusement, personne ne l'entend. Il demande à ce que, monsieur, parce que celui qui gère la structure maintenant, c'est Macron, qui est lui le président du Conseil de sécurité en ce moment, il dit à monsieur Macron, distribuer les rapports. Et pas seulement, analysons ces rapports. Donc ici, Tshisekedi se met dans la posture de celui qui veut qu'on exhume des rapports, puisqu'il sait que le Congo dans ses rapports est gagnant, que le Congo dans ses rapports est victime et que le Congo n'est pas bourreau. Et là encore, il répond à Guterres. En fait, voilà, il est en train de répondre à Guterres qui avait dit, et que ce soit Guterres, que ce soit Blinken, tous disaient que le Rwanda et le Congo devraient s'entendre. On devrait se mettre ensemble. Donc on va mettre eux le bourreau et la victime sur la même table. Et ça c'est injuste. Et c'est pourquoi il dit, arrêtons cette hypocrisie. Il y a des rapports. Parce que ce rapport-là est beaucoup plus grand que le rapport de Mamping. Il dit, mettons ces rapports à nu. Voyons le rapport. Et une fois qu'on ouvre ces rapports, vous verrez maintenant. Et le chef de l'État demande qu'on le fasse. Moi j'aurais voulu. En tout cas, si j'étais dans la salle, disons, si j'étais dans la cellule, j'aurais dû au président de la République, j'aurais dû imprimer de photos des femmes violées, des enfants tués, des parents délaissés. J'aurais dû amener au chef de l'État des photos comme ça. Une fois que le président arrive sur place, il donne au protocole distribué. Vous avez vu le président Erdogan, il a sorti un tableau, il montrait le tableau. Voyez-vous, à la tribune des Nations Unies, il montre le tableau. Le chef de l'État congolais aurait pu faire la même chose. Publiant aussi, publiant aussi des photos et montrer à toute la salle pour qu'ils essaient de voir est-ce qu'ils sont d'accord avec ça. Des femmes décapitées, des femmes tuées, des femmes dont on a placé des instruments ou des arbres dans leur partie génitale. Et ça, le chef de l'État allait marquer beaucoup de points. Il allait on va dire, marquer les esprits en ce moment-là. Puisque c'est ça ce que cette partie du discours veut dire. Et vous avez vu comment Macron a récupéré la situation. Justement, j'aimerais qu'on parle de ça. Oui. Macron qui réunit le président Kagame. Avant de parler d'abord de ça, la réaction du président Kagame qui dit que ça ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque. La question est beaucoup plus importante. Il faut que nous nous mettions tous ensemble pour que la solution soit trouvée. Alors, je vous explique. Dan, vous êtes chez vous à la maison. Vous êtes chez vous à la maison et votre enfant se rebelle. Votre enfant, il se rebelle. Et vous voulez chicoter votre enfant et c'est un voisin qui vous dit non, vous ne pouvez pas les chicoter. De toute façon, c'est votre enfant, il faut l'écouter. Ou alors appelez-moi que je vienne en faisant participer dans la discussion. Vous allez vous poser des questions de votre paternité, n'est-ce pas? Ça peut vous choquer, vous dites oh mais comment ça? C'est mon enfant, je fais de lui ce que je veux.
Ce n'est pas un voisin de me dire qu'il veut venir intervenir. Il veut intervenir en tant que qui. Et nous sommes en train de vivre ça. On est vraiment en train de vivre ça. Ça dit qu'ici, nous sommes en train de vivre un problème avec, entre guillemets, nos enfants, puisqu'ils ont dit que l'M23, c'est un problème congolais. Mais on demande aux voisins de participer à un problème congolais. Parce que moi, je ne comprends pas cette logique. Si c'est un problème congolais, laissez-nous résoudre le problème congolais. Il n'y a aucune chose qui s'est fait là qui n'a pas de réponse dans nos lois. La rébellion est réprimée par nos lois. Alors laissons-nous agir comme on veut. Mais là, ils disent non. Il faut inviter les autres pour qu'ils viennent discuter. Mais comment les autres vont parler de notre problème? Et c'est ça le plus grand problème. Alors, lorsque le chef de l'État... Donc, se mettre Macron, mettre Kagame et le président Tshisekedi ensemble, il n'y aura rien de... Non, il faut voir plutôt la symbolique. Parce que les gens sont restés sur des photos. Ils n'auraient pas dû. Non, les gens ont oublié un fait. Le demandeur de cette histoire, c'est Kagame. L'initiateur de cette histoire, c'est monsieur Macron. Pourquoi? Puisque le chef de l'État a demandé qu'on exhume des rapports. Il demande qu'on exhume les rapports. Il dit, bon, les rapports, monsieur Macron là, que monsieur Macron sorte ces rapports. La France a peur. Puisque si on remonte un peu plus haut, on trouvera sa main dedans. Elle a peur, justement. Elle ne veut pas qu'elle soit éclaboussée. La France est complice dans ce qui se passe dans l'Est. L'humanité tout entière est complice par le silence qu'ils apportent à cette histoire-là. Vous avez un pays qui menace notre pays, qui arme des groupes terroristes, qui tue, qui sème la terreur dans un pays. Et personne n'est du mot sur la question. On ne sait même pas dire que le groupe, c'est un groupe terroriste. Il n'y a que le chef de l'État qui a dit que c'est un terroriste. C'est des terroristes. Tous les appellent des rebelles. Voyez-vous? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'on les implique dans une affaire internationale, et ainsi de suite. Et là, le chef de l'État, quand il le dit, la France dit, mais c'est le moment de nous retirer un peu. D'accord. De prendre un peu une position. Et c'est ainsi que le président Macron a invité le président Kagame et le président Tshisekedi afin de trouver l'issue à ce problème. Mais là encore, c'est de la blague. L'issue, laquelle problème? C'est quelle issue? Le retrait du M23. C'est la désactivation du M23. Mais pourquoi M. Kagame plaide pour que l'on puisse réintégrer le M23 dans l'armée congolaise? Pour quel intérêt? Est-ce que nous, le Congo, on a demandé qu'on puisse réintégrer le FDLR dans l'armée rwandaise? M. Guterres a dit que le FDLR était au Congo, sans nous dire la localité où se trouvait le FDLR. Et le chef de l'État l'a rappelé dans un discours. En disant, vous avez dit qu'il est... C'est une réponse à Guterres. Bien évidemment. Vous avez dit qu'il y a des... J'aimerais que nous sachions, vous avez dit qu'il y a plus de 20 ans que cette situation est là, imposée aux Congolais. Oui, 23 ans. 23 ans, précisément. Oui. Mais c'est quoi le fond du problème? Qu'est-ce qui sera la base de cette perpétuation de massacres, de tueries? C'est quoi le fond du problème? Alors, vous avez ce que les autres n'ont pas. Vous avez ce qu'aucun pays voisin ne possède, soit en quantité, soit en qualité. Le Rwanda, sous son sol, sous sa terre, n'a que le thé et le café. Mais le Rwanda devient producteur du cobalt, producteur du coltan. Comment fait-il pour être producteur de ce qu'il n'a pas sur son sol? Et comment se fait-il qu'il ait une raffinerie de l'or, alors que nous savons tous que l'or vient du Congo? Comment se fait-il que l'Ouganda et le Rwanda sont en mesure d'exploiter beaucoup plus de l'or que nous-mêmes, le Congolais? Alors que chez eux, ils n'en ont pas beaucoup. C'est une question de minerais, de richesses naturelles. La guerre, elle est économique. Une guerre économique. Une guerre économique. Parce que regardez, cher Dan, si nous prenons le Congo, je vais utiliser une expression que nous allons tous comprendre. Vous voyez, le Congo, c'est comme ça. Oui. Si nous tournons le Congo, nous faisons ça. Ça veut dire nous tamisons. Oui. Nous sommes à 500 millions ou je veux dire 500 000 trillions de dollars. Ça veut dire 500 000 milliards de dollars. Toutes nos richesses, à l'état où nous sommes, on en a beaucoup plus. Dan, je dois te rappeler, à l'époque de Rockefeller, ça veut dire Rockefeller, c'était un pétrolier, un grand pétrolier américain. L'Amérique contrôlait le monde entier, justement avec une affaire de entre 20 et 30% du pétrole dans le monde. Vous imaginez? Ils ont contrôlé le monde. Mais nous, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, 80% du cobalt. Le cobalt est considéré comme le métal du futur. C'est considéré comme le métal stratégique. C'est considéré comme le métal de la technologie. Nous en avons à 80%. Alors, explique-moi par quel mécanisme nous n'arrivons pas à contrôler le monde. Nous avons le tintal. Le tintal est une matière
pas seulement du développement, mais c'est aussi qui permet à faire des chirurgies, qui permet à faire des implants. Ça veut dire que c'est une révolution de la médecine. Nous avons le Tental chez nous. Nous avons le niobium. Nous avons, je ne sais pas si on appelle ça l'éoula tentaline. C'est ce qui permet qu'on ait des téléphones aujourd'hui. Ce qui permet qu'on ait des matières électriques, des condensateurs. Ça permet d'avoir toutes ces choses. Nous avons le lithium. Le lithium, c'est le futur de demain. Le lithium, c'est l'hydrocarbure de demain. Puisque dans 10 ans, on ne parlera plus du pétrole. Dans 10 ans, on ne parlera plus de carburant. Dans 10 ans, ça sera le lithium. Mais on accuse le Rwanda de nous agresser pour nos minerais. Mais au Rwanda, il n'y a pas de multinationale qui fabrique tous ces appareils issus de ces minerais. Au contraire. Il y en a pris. Bien évidemment. Ils viennent acheter ça au Rwanda et en Ouganda. Malheureusement, nous avons certifié, nous avons signé on a fait des ratifications pour que les minerais soient des minerais certifiés. Mais les minerais qui partent à partir du Rwanda ne sont pas certifiés. Ou s'ils le sont, ils le sont par qui? Puisqu'il y a une convention, j'oublie le terme, il y a une convention qui dit qu'avant que nous puissions acheter, un peu comme le diamant du sang, avant qu'il y ait aussi le coltan de sang, pour éviter le coltan de sang, il faut que ce coltan, à l'extraction, porte déjà un cachet. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça doit porter un truc. Mais comment ça se fait au Rwanda, on donne ça? Ils ne se posent pas des questions d'où ça vient. Ils achètent librement. À chaque fois que nous apportons les coltans, ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école. Il y a des enfants qui sont dans les mines. Il y a des femmes qui ont été violées. Et l'humanité tout entière se tait devant les coltons sales, puisqu'ils ont besoin de téléphones. Mais c'est ça la vérité, au fait. C'est un silence, puisque mais ce qui se passe à l'Est. Comment changer de paradigme pour que, au lieu que le Rwanda, au lieu que toutes ces entreprises passent par le Rwanda, par l'Ouganda, qu'elles viennent directement négocier ou discuter avec les dirigeants congolais? Est-ce que c'est pas possible? Il nous manque l'intelligence, Dan. On n'est pas très intelligent, malheureusement. Je vais le dire comme ça. Le peuple congolais et les dirigeants congolais ne sont pas très intelligents. C'est des plaintifs, c'est des accusateurs, c'est des jouisseurs pour la plupart des cas. Ce ne sont pas des hommes qui réfléchissent dans le futur, qui ne regardent pas 10 ans plus tard, qui ne regardent pas 20 ans plus tard. Ils regardent les élections de 5 ans. Ils fonctionnent en termes d'élections. Ils n'ont pas de vision dans le long terme. Ils ne savent pas comment on déconstruit une politique de guerre, comment on le fait. C'est ça notre plus grand problème. Et les autres lisent nos faiblesses et ils nous attaquent par là. Comment vous pouvez imaginer que vous avez les cobalts chez vous, mais vous n'avez aucune filière qui apprend le cobalt? Donc nous sommes encore au niveau d'aller certifier nos cobalts à l'étranger. Vous avez les diamants chez vous, mais nous n'avons aucune filière où on apprend les diamants. C'est à peine que vous faites une histoire de gaz et pétrole. Mais le gaz et le pétrole, mais ça sera, dans peu de temps, on n'en parlera plus. Dans 20 ans, le monde ne va plus parler pétrole. Dans 20 ans, le monde va se conjuguer en lithium. Mais nous n'avons aucune faculté qui apprend le lithium. Donc ça veut dire que nous allons attendre que les Belges, que les Américains viennent nous parler de la teneur de notre lithium, jusqu'au moment où nous parlons. Si vous allez en Australie, il y a des facultés où on apprend le lithium. Tout ce qu'ils en ont. La Chine en a aussi. Le lithium peut servir à quoi déjà? Parce que c'est un minerai qui pas très connu par le grand public. Oui, parce qu'on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas à des choses qui nous concernent. Nous avons la qualité la plus importante du lithium dans le monde. La qualité. L'Australie en a aussi. La Chine a aussi le lithium. Mais la qualité que nous avons est une très bonne qualité qu'eux n'ont pas. Mais ça sert à quoi ça? Mais ça sert au futur. Ça sert aux batteries que l'on va faire. Seulement. Je veux dire, pardon, pas seulement. Donc, prenons juste que les batteries. Le monde entier, dans 10 ans, toutes les voitures avec des pétroles, l'essence, on n'en parlera plus. Ça va être des voitures électroniques. Et des voitures électriques, pardon. Des voitures électriques. Oui. Ces voitures électriques, ces batteries-là, c'est le lithium congolais. C'est le lithium du Congo. Ça va parler notamment comment dire, au réchauffement climatique. Nous sommes une réponse, voilà pourquoi on a parlé d'un pays solution. Nous sommes une réponse à l'humanité. Le lithium nous organise à répondre à la question du monde. Donc ça ne concerne pas particulièrement le chef de l'État. C'est un problème qui concerne tout le peuple congolais. Notre péché, c'est de personnaliser le débat. Chaque fois qu'on parle de Fachi, on tombera toujours. On a parlé de Mobutu pendant 32 ans. Mobutu est parti, Kabila est arrivé, le problème est resté entier. Le même. On a parlé de Kabila, le père, il faut qu'il parte. Kabila, Joseph est arrivé, le problème n'a pas changé. On est en train de parler de Fachi maintenant. Il a remplacé Kabila, mais les problèmes demeurent toujours. Et nous allons parler d'un autre président, le problème restera toujours. Maintenant, il est temps de définir
la ligne que nous voulons suivre demain. Qu'est-ce que nous voulons faire demain? Comment nous voulons être respectés dans le monde? Cette politique a échoué. Cette mentalité de gestion là que nous avons a échoué. Maintenant, nous devons conjuguer le futur. Nous avons le lithium, nous avons le coltan et le cobalt. Le coltan et le cobalt associés ensemble, ça nous donne l'aéronautique, les avions et tout les fusées. C'est-à-dire que nous avons des réponses. Je ne vous parle pas que de ce que le Congo a déjà fait. Et ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le Congo avait répondu. Le Congo a mis terme à la guerre du monde. Ça, vous souvenez-vous avec le Nagasaki et la bombe atomique? C'est nous qui l'avons finalement donné. Voyez-vous, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se pose des bonnes questions. Et les bonnes questions ici, le problème du Congo, c'est le Congolais d'abord lui-même. On est incapable de regarder dans la même direction. Nous sommes incapables de regarder au-delà des élections. Nous sommes encore des plaintifs, il faut qu'on corrige ça par une capacité de lecture. D'accord, on va rester au niveau national, particulièrement avec le gouvernement Sama Lukonde, 1 année et demie à la tête du gouvernement, aux affaires. Faudrait-il un remaniement? Si oui, est-ce qu'il doit partir ou il faut notre Premier ministre? Alors, je suis mal placé pour le dire, c'est le chef de l'État qui doit décider. Le chef de l'État avait dit qu'il y avait un problème de pilotage. Je ne sais pas si les problèmes de pilotage avaient été réglés. Si les problèmes de pilotage avaient été réglés, ça ne servira à rien de les changer. Si le problème de pilotage continue à exister, ben, il faudra le changer. Et dans le remaniement, il y en a deux possibilités. Il y a un remaniement global et puis il y a un réaménagement technique. Dans le réaménagement technique, on fait partir certains ministres faibles. Il y en a beaucoup dans ce gouvernement. Certains ministres qui sont faibles. Et dans le remaniement global, on fait partir le Premier ministre. Alors ça des relèves, c'est le choix du président. Mais seulement, il faut mettre dans l'actif de M. Sama Lukonde. Oui, voilà, justement, quand vous essayez d'analyser un peu, d'évaluer son action gouvernementale, vous trouvez qu'il a répondu aux exigences pour lesquelles on l'a nommé Premier ministre? Bon, il n'a pas résolu le problème de la faim. Puisque le problème de la faim, ce n'est pas lui qui devait le résoudre, et surtout pas en 2 ans ou en 3 ans. Le problème de la faim au Congo, le problème de la pauvreté, c'est un problème structurel. Encore une fois, on ne se pose pas de bonnes questions. Nous n'analysons pas les choses de la même façon, et surtout de la bonne manière. On est un pays bancal, puisque nous regardons que les mines, alors que notre agriculture est beaucoup plus importante que nos mines. Les mines sont tarissables, mais pas l'agriculture. On n'a pas fait des programmes agraires assez importants pour résoudre le problème de la faim depuis des années et des années. Nous continuons essentiellement à penser aux mines et ça nous met mal à l'aise. Mais maintenant, si on doit répondre par rapport aux enjeux... Mais la faute est à qui? La politique du gouvernement est définie par le chef de l'État et le Premier ministre. Oui. C'est la faute à qui si toutes ces réformes n'ont pas été mises en œuvre par le gouvernement? La faute est à qui? Au chef de l'État ou au chef du gouvernement? Qui peut répondre de cette responsabilité? Alors, ça va être très facile de dire que c'est le chef de l'État. Sinon, si on dit que c'est le chef de l'État, le débat est fini. Il faut se lancer dans la réflexion. Le problème est à quel niveau? Le problème a toujours été celui du casting. Lorsque vous faites des très mauvais choix, ceux-là qui viennent pour résoudre le problème n'arriveront pas à le faire. C'est ça notre plus grand problème. Les castings. Les mauvaises personnes se trouvent généralement aux bons endroits et les bonnes personnes se trouvent généralement aux mauvais endroits. Et on ne peut pas avoir des résultats. Si vous faites jouer Messi à la défense, par réflexe d'attaquant, il marquera le but contre son propre camp. Si vous faites jouer... ça, c'est très fort. Ben, je vous dis, si vous faites jouer Piqué à l'attaque par les réflexes des défenseurs, il dégagera tous les ballons. Ben, c'est à vous de décider de ce que vous voulez exactement faire. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez résoudre le problème de la pauvreté? La réponse est dans votre sol. Vous avez un sol et un sous-sol extrêmement riches. Mettez des politiques agraires. Vous voulez résoudre le problème de la faim? L'eau est là pour résoudre le problème de la faim. Mettez des bateaux de pêche. Organisez votre pêche. Organisez votre secteur de pêche. Mettez l'aquaculture et la pisciculture. Vous allez résoudre le problème de la faim. Si vous voulez résoudre le problème de la faim, importez beaucoup d'entreprises et créez-en plusieurs. Vous allez résoudre le problème de la faim en si peu de temps. Mais pour ça, il faut des castings sérieux. Voir qui mettre à la place de qui. Mais ce pays a tourné le dos à la méritocratie depuis des années. Il y a une tendance à résoudre ça. Aujourd'hui, il faut les technocrates à la tête de chaque ministère. Oui, pas les technocrates les professionnels. proclamés. Oui. Non. Mais plutôt des technocrates techniciens. Ceux qui connaissent. La Chine est Chine aujourd'hui, puisque sa gestion est entre les mains des hommes d'affaires. Sa gestion est entre les mains des ingénieurs. Sa gestion est entre les mains des praticiens, des techniciens. Le Dubaï, c'est la même chose. Tous les pays qui veulent se développer maintenant, c'est la même chose. Mais nous, on est encore dans la vieille école de la titromanie.
il doit être professeur, il doit être ceci, il doit être cela, même sans avoir fait quelque chose. On donne à des gens des grandes responsabilités. Qui ont un parcours. Oui, mais ils n'ont pas... Oui, en Pas principe, seulement. il faut donner des parcours. Il faut que quelqu'un ait un parcours. Mais au Congo, on donne à des gens des fonctions, des gens qui n'ont même pas un parcours dans le privé. Vous n'avez jamais fait quelque chose dans le privé et bouf, on vous bombarde. On vous nomme. Oui, on vous bombarde dans une fonction assez importante. Il faut d'abord avoir fait quelque chose dans le privé. Où les gens vous disent, mais oui, le gars, il est bon, la dame, elle est bonne. Oui. Maintenant, ici, on apprend au sommet. Et c'est ça notre plus grand problème. Et là, il ne faut pas le mettre sur l'actif du chef de l'État. Il a trouvé ces systèmes-là. Et ça... C'est lui qui a nommé. Non, il a trouvé d'abord ces systèmes. Le système est fait de sorte que, vous voyez, je suis de la FDC, je suis de la Mouka, je suis d'ensemble. Bon, c'est nous qui envoyons des gens. C'est ça le problème. C'est eux qui envoient des gens. Et ça, c'est un système qu'on a trouvé. Maintenant, il faut se battre pour changer ce système-là, pour laisser au président la possibilité de choisir des gens. Voilà pourquoi nous estimons que le système présidentiel est un système important pour l'instant. Puisque le système présidentiel donne au chef de l'État la possibilité de se créer lui-même son gouvernement et d'y répondre. Donc, semi-présidentiel, ça a échoué. Hein? Semi-présidentiel, c'est trop grand pour nous. C'est un système élitiste, mais pas avec une population analphabète comme ça. On est en retard. Ça marche dans des pays civilisés. Le système semi-présidentiel marche dans un pays où les hommes sont éduqués, où les hommes sont structurés, voyez-vous, où il y a eu un travail en amont, où il y a eu une culture politique. S'il n'y a pas de culture politique, vous n'avez pas un système semi-présidentiel. Parce que c'est un système élitiste, c'est très compliqué. Il n'y a que la France qui le réussit. Même l'Amérique refuse cette histoire. L'Amérique est encore dans le système présidentiel, mais avec un fédéralisme assez concentré. Donc je crois que c'est à nous de voir. Sinon, quel peut être le profil, si on devrait changer le Premier ministre, quel peut être le profil du futur Premier ministre? Le profil de M. Sama ne me gêne pas beaucoup. Il a le profil qu'il faut. Il ne faut pas que ce soit un Premier ministre très fort. Le chef de l'État n'a pas besoin d'un ministre fort maintenant. Le chef de l'État a besoin d'un ministre qu'il peut lui-même, je ne veux pas dire un terme qui va choquer, mais qu'il peut lui-même arranger, voilà, qui peut gérer. Voilà. Le chef de l'État a besoin d'un ministre qu'il faut gérer. Quand je dis fort, un ministre fort, il ne faut pas que le chef de l'État fasse le choix d'un ministre qui a plus de 100 députés à sa guise. Non. C'est très dangereux. Le chef de l'État doit avoir un Premier ministre qui n'a pas plus de 50 députés. Ça veut dire la faiblesse du ministre, du Premier ministre dont je parle, ce n'est pas sa faiblesse de la capacité de raisonner. Non, c'est sa capacité de se rebeller. Lorsque vous avez un Premier ministre qui a 200 députés, déjà à sa guise, c'est très compliqué. Il peut bloquer la machine à tout moment. Mais si vous avez un Premier ministre affaibli par le poids politique qu'il a, c'est déjà une bonne chose pour le président. Parce que là, il exécute ce que le chef de l'État dit. Mais si le président tombe avec un Premier ministre qui a déjà beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, ça peut déranger, ça peut véritablement déranger. Du point de vue technique, du point de vue des compétences. Du point de vue des compétences, ça doit être quelqu'un d'assez assidu, quelqu'un de rodé, quelqu'un qui a une très bonne expérience ou une très bonne vision de comprendre les choses, quelqu'un qui a un charisme, qui a une personnalité, quelqu'un qui sait fédérer, quelqu'un qui sait aussi sélectionner, qui a une capacité de détection des talents, qui sait orchestrer les choses, parce que c'est ça, le Premier ministre est un chef d'orchestre, et ça va être déjà une très bonne chose. Mais il faut reconnaître que le Premier ministre Sama, par exemple, a fait de très bonnes choses. C'est le seul Premier ministre à avoir déposé le projet, je crois que le projet de finances, si je ne me trompe pas, bien avant tout le monde. C'est fondamental. Dans les délais, ça ne s'est jamais passé. Il fera le Premier ministre qui restera dans l'histoire pour avoir apporté 2 fois ce que les autres n'ont pas pu faire. Là où les économistes ont échoué, lui, un chimiste, a apporté plus. Ouais, on parle aujourd'hui d'un budget de 10 milliards. On n'en a jamais parlé dans le POC. À l'époque de M. Mozito, qui était un économiste, il nous a amené à 4 milliards. C'était un exploit parce qu'on sortait de 800 millions. Il amène à 4 milliards. C'était fabuleux. Puis on tombe à l'époque de notre technocrate, M. Matata, qui nous fait un exploit. On était à 4 milliards sous Mozito. Il a fait un gros exploit. Il nous a laissé à 4 milliards. Vous voyez? C'est formidable. Alors, ça. Et puis vous avez monsieur le chimiste, monsieur Sama, qui vous double ça et a un bonus de 2. Ça veut dire qu'il y a une volonté de faire... Quand on les compare, lui, il est au-dessus, il est premier de la classe. Mais largement. Mais maintenant, est-ce que la vie a changé? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, les spectacles de chiffres, c'est bien. Les records des chiffres, c'est bien. Voilà. Mais la pratique sur terrain doit être mieux. Et ça ne peut marcher qu'avec des politiques bien orchestrées, bien encadrées, bien cogitées, et vous avez les résultats. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État mérite un 2e mandat?
En tout cas, je vais vous dire la vérité, cher Dan. Félix Tshisekedi aura un deuxième mandat. Pour deux raisons. La première, ça ne sera pas forcément pour le bilan. Puisque même la question du bilan est une question très très compliquée. Le bilan ne veut pas dire l'acceptation de tout le monde. Le bilan veut dire quelques réalisations mises en exergue. C'est ça un bilan. Parce que regardez, Mbandaka, Bikoro, Goma, partout, on n'a pas le même besoin. Kinshasa et les provinces n'ont pas le même besoin. Ça veut dire si aujourd'hui les chefs de l'État donnent du courant à Kinshasa, tout Kinshasa a du courant, celui qui vit à Gombe, qui n'a jamais vu la coupure d'électricité ou qui ne vit pas assez souvent la coupure d'électricité, ça n'aura rien changé dans sa vie. Si on règle la question de l'Est, il n'y a plus de guerre à l'Est. Celui qui vit au nord du Congo n'aura vraiment pas senti ça. Parce que ce n'est pas lui qui vit dans la guerre. Pourtant, à l'Est, ça va être un record. Ils vont dire, mais c'est lui notre homme à payer. Mais si moi, Mbandaka, j'ai besoin d'une route, et que depuis 5 ans, on ne me construit pas ma route, mais que le chef de l'État a gagné la guerre à l'Est de la République, si moi, je dois voter par une route, je ne voterai pas. Je ne voterai pas. Donc, le bilan est une question beaucoup plus transversale qu'on ne le prend pas comme ça. Donc, tous ceux qui parlent de bilan, généralement, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Poser la question du bilan. Vous voyez, quand on a dit, par exemple, les salariés, il y a eu 30% d'augmentation. Oui. Mais ça, c'est pour les salariés. Ils vont voter pour le président. Ils sont d'accord avec ça. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils font quoi? Ils ne voteront pas donc. Pourtant, c'est une réussite dans ce côté-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune action. Il n'y a aucune action qui touche tout le monde de la même manière. Toutes les réalisations du président touchent les gens, mais à des proportions bien différentes. D'accord. Mais pourquoi il aura un deuxième? Parce que vous l'avez fait. Oui, le premier. Vous êtes certain? Oui, le premier, c'est que d'abord, le bilan, c'était un débat, un faux débat. Un faux débat. Mais non plus parce que, c'est aussi parce que l'opposition, c'est l'opposition qui donnera des voix au président de la République. Comment ça? Parce qu'elle ne s'entend pas. Elle ne s'organise pas. Jusque maintenant, si vous allez à l'Équateur, si vous allez à Kisangani, si vous allez dans les coins là-bas, demandez si le parti SID est implanté, on vous dira non, pas encore. Dans les localités, on vous dira non, on ne connaît pas encore les SID. Vous demandez ensemble, on ne connaît pas encore ensemble. Vous demandez même l'UDPS, on vous dira qu'on ne connaît pas l'UDPS. Même l'UDPS, le parti présidentiel. Je suis allé à, comment on appelle ça, à Befali. On est allé à Injolo, il n'y a pas l'UDPS là-bas. Il n'y a aucun parti. Aucun. Aucun parti politique. Ça n'existe pas là-bas. Est-ce que vous imaginez ça? Comment est-ce possible? Mais justement, nos politiciens sont des politiciens des grandes agglomérations. Il met un parti à Mbandaka, il met un parti à Kisangani, il met un parti à Goma, il dit qu'il est national. Non, mais on a 150 territoires. On a combien de territoires déjà? 146 territoires. Oui. On a 146 territoires. Ben alors, vous avez 146 territoires. Et je peux te faire rire. J'ai la liste de tous les 145 territoires. Mais j'ai vu des territoires vers l'Équateur là-bas qui ne se retrouvent pas dans les 145 territoires. C'est incroyable ça. J'ai vu des territoires qui n'existent pas dans les 144 ou dans les 145 territoires. On a 145 territoires. Aucun parti au Congo, aucun, même pas un seul, n'a aligné, n'a des sièges dans tous les territoires. Aucun. Aucun. Alors, dites-moi. Mais c'est bien tout ce que vous dites, mais ça n'est pas la preuve que le président sera élu. Mais c'est ce que je vous dis. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un autre élément. Hein. Ça veut dire que depuis, comme les opposants ne sont pas ensemble, ils ne vont pas s'organiser. Ils ne s'organisent pas déjà. Ils s'organisent pour la contestation au lieu de s'organiser pour les élections. Ils vont donner la possibilité à Tshisekedi de se faire élire. Comment? Nous avons un système qu'on appelle le système le système électoral à un tour. Mais ça, c'est déjà la victoire de Tshisekedi. Puisque, s'il est seul comme candidat de président, et de l'autre côté de l'opposition, ils sont 7, 9. Ils vont se battre pour disloquer leur voix, disséquer leur voix, éparpiller leur voix. Donc Tshisekedi pourra gagner mais avec 12%. Avec le un tour, même s'il gagne avec 6%, il est président. Et ça, on avait demandé à M. Kabila à l'époque. Ne changez pas des constitutions pour ça. Vous allez déranger la démocratie. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont changé, croyant qu'ils vont rester longtemps au pouvoir. Et là, ils sont partis. Et le pouvoir, maintenant, voilà, ça profite à Tshisekedi maintenant. Donc ça veut dire que s'il y avait 2 tours, Tshisekedi pouvait perdre. S'il y avait 2 tours, il est possible que le président ait des difficultés. Il est possible. Parce qu'après 2 tours, vous avez la possibilité que les opposants se mettent ensemble. Et autour d'un candidat. Vous savez pourquoi M. Kamere a perdu? En fait, pardon, M. Chadari a perdu. Au-delà de tout, M. Chadari avait perdu aussi parce que l'opposition ne s'était regroupée que par 2. Donc, ils ont maximisé leur chance de gagner les élections. Si Tshisekedi se retrouve en face de 2 candidats de l'opposition, ça peut faire mal. Ça ne veut pas dire qu'il perdra, mais ça peut faire mal. Les calculs peuvent se faire autrement.
Mais il faut qu'ils soient 2. Mais s'ils sont à 4, à 5, à 6, ça va être très compliqué, sachant qu'il n'y aura pas un deuxième tour. Mais un autre calcul doit être fait. Vous avez, vous avez la partie Est de la République. Aujourd'hui, la partie Est s'appelle Vital. Il y a aussi Bati. Ça s'appelle Modeste. Donc ici, nous avons un côté Modeste, un autre côté Vital. Donc, tantôt l'Est est Modeste, tantôt l'Est est Vital. Si l'Est est Vital, c'est Tshisekedi qui l'emporte. Si l'Est est Modeste, c'est Tshisekedi qui l'emporte. Alors, par quel mécanisme? Déjà, si la partie Est est entre les mains de 2 caciques de l'Union sacrée, c'est-à-dire du président de la République, sans compter les hirondelles. Et les hirondelles, c'est qui? Les hirondelles, c'est Julien Paloukou. Les hirondelles, c'est qui? Le ministre de l'ESU, je ne connais plus son nom. Tout ça, ce sont eux les hirondelles. Et qui vont aller comme ça ratisser large. Et vous avez du côté du Katanga, parce que ça sera la province très difficile du chef de l'État, ça sera le Katanga. Pourquoi le Katanga? Puisque là, il y a 2 concentrations de 2 grandes personnalités. Il y a M. Moïse Katumbi et M. Kabila. Ce sont les 2 qui peuvent faire très mal au président. Mais au Katanga, pas ailleurs, qu'au Katanga. Or, à partir de là, il y a beaucoup d'hirondelles aussi. Vous avez par exemple la dame Adel Kaïnda, qui, elle est en train de ratisser large du côté du Katanga. Donc on doit compter avec elle. Et ils sont nombreux. La ministre du portefeuille. La ministre du portefeuille. Ce qui fait que M. Kabila et M. Katumbi, s'ils s'unissent ensemble, ils sont d'accord, ils se mettent ensemble, ils peuvent avoir des chances de gagner. Où? Dans le Katanga. Vous voyez? Seulement. Ils n'auront que de gagner au Katanga, puisqu'ils n'ont pas de répondant à l'Est de la République. Maintenant, au nord, je crois au nord ou à l'ouest. L'Équateur, je crois que ça doit être un truc de l'ouest. L'ouest, oui. Ouais, nord-ouest. Nord-ouest. Quand vous êtes au nord-ouest, vous avez M. Bemba, totalement l'incontournable là-bas. Et vous avez aussi d'autres personnes qui sont, on va dire, un peu des hirondelles. Vous avez M. Jean-Lucien Boussa, vous avez M. Guy Loando, vous avez joué ce rôle d'hirondelle aussi. Les hirondelles sont des oiseaux qui empêchent aux éperviers de prendre la paix. Tout à fait. Parce qu'eux, ils sont là pour détruire votre électorat. Loando a une capacité assez très forte. Monsieur Boussa a une capacité assez très forte. J'apprends que l'inconditionnel de Kabila, qui est reconverti malheureusement à Fatchiste, qui, comment il s'appelle encore, j'ai oublié les noms, il est aussi du côté de Guy Loando. Lui aussi prêchera Fachi. Donc, oui, c'est assez compliqué. Kisangani sera prêché par Mme Bazaïba, qui va aller là-bas. Donc, je ne vois pas techniquement comment l'opposition va gagner. Comment? Et à Kinshasa maintenant, vous avez Fayoulou. Mais à Kinshasa, vous n'avez pas que Fayoulou. À Kinshasa, vous avez Ngobila aussi. Ça veut dire que je ne vois pas techniquement, je ne vois pas comment l'opposition va gagner. Vous voyez déjà la période post-électorale, l'opposition est en train de contester les élections. Oui, c'est ce qui va être fait. Ils vont contester avant. Avant même que les élections se tiennent. Bien évidemment, mais ça, c'est pas secret. L'UDPS avait contesté les élections avant même d'aller aux élections. Donc, ça sera la même chose. Mais en tout cas, je ne vois pas par quel mécanisme l'opposition gagnera. L'opposition peut gagner les élections. On peut parler maintenant de développement. Développement de la RDC. Comment voyez-vous, en dehors de... Bon, prenons l'ensemble de notre système politique économique, vous avez dit, notre économie qui dépend des matières premières, mais comment voyez-vous l'avenir de la RDC? Permets-moi plutôt de revenir un peu en arrière, si tu permets. Pas de problème. Au début, tout au début. En tout cas, j'aurais bien voulu que le chef de l'État parle le même jour que Biden. Et c'est peut-être ça aussi, des petits couacs. Je crois qu'il y a eu un problème d'organisation dans le discours. Le chef de l'État qui parle à 23h, heure de Kin, mais je crois que c'est 15h, 16h, heure de là-bas, je peux me tromper. C'est après Biden. J'aurais bien voulu que ce soit le même jour que Biden. Ça allait avoir peut-être une autre importance. La fois passée, il a parlé le même jour que Biden. Je ne sais pas qui a fait ça, mais en tout cas, ils ont réussi le coup. Ils ont parlé le même jour. Il a parlé à 11h. C'était 11h du matin. Et ici, c'était à quoi? 17h. C'était vraiment bien. Les gens pouvaient voir, ainsi de suite. Mais en même temps, la gestion de l'image du président n'avait pas été bien gérée. L'image du président de la République? Oui. Pas du tout bien, je crois. Comment ça? Vous savez, Dan, lorsque vous êtes président de la République, tous vos déplacements, dans un contexte comme le nôtre, tous vos déplacements doivent être scrutés. Le chef de l'État est à New York, mais il n'y a pas de plateaux spéciaux. On parle d'un plateau qui a été organisé sur la RTNC. Je vais bien, c'est... Bref. Mais, aux États-Unis,
le chef de l'État devrait passer sur CNN. On devrait avoir des interviews avec le président sur CNN, au moins 2 fois. Sur Fox News, sur New York Times, sur tous les grands médias internationaux, on aurait dû avoir ça. Il fallait saisir le monde sur la question de l'Est de la République. C'est le matraquage médiatique qui devrait être organisé. Le chef de l'État, ses services, devrait organiser des grands débats sur TV5, sur France 24, sur RFI. Il fallait bloquer le monde dans ça, ce qu'on appelle la monopolisation de la com. Il fallait monopoliser la parole, il fallait inonder les médias. Mais malheureusement, le discours du chef de l'État va être balayé dans l'opinion à cause des photos qu'on sort du contexte. Vous savez, le chef de l'État a parlé à 23h. Les photos du président? Oui, du président Kagame et celle de la première dame. Avec, oui, je vous explique. La première dame rwandaise. Dan, le président parle à 23h. Mais jusqu'à 11h, les opposants étaient push back. Tout qu'il s'agissait d'un but marqué. Mais ils sont allés chercher la vidéo, chercher la photo et ils tombent sur des photos. Ils disent, c'est là où on va concentrer toute notre énergie. Et là, la rafale va commencer. Justement parce qu'il y a eu une petite erreur technique. On aurait dû arranger les choses autrement. Parce que regardez, quand le protocole organise les choses, ce n'est pas la faute de la première dame, ce n'est pas non plus la faute du président, mais la faute du protocole. Le protocole aurait dû comprendre qu'on va placer la femme rwandaise là. Et au pire des cas, si on ne pouvait pas éviter ça, on pouvait éviter des prises de photos. Et là où la première dame devait être à côté d'elle. Parce que la première dame n'a pas pris la photo avec elle seule. C'était la photo avec toutes les femmes. Oui. Les premières dames. La première dame. Et la première dame était à côté de qui? Vous voyez? La première dame ivoirienne. Oui. Et la première dame rwandaise. Elle était juste au milieu. Le problème, c'était elle s'est retrouvée au milieu. Mais ce n'est pas la première dame qui choisit la place. Ce sont ses services qui lui choisissent des places. Puisque les services de la première dame identifient le problème déjà bien avant. Ils disent, madame, on a vu la première dame rwandaise, elle est là. On va anticiper. Vous n'allez pas vous placer là, vous allez plutôt vous placer de ce côté. On va toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de photo pour qu'on vous mette ensemble. La première dame pouvait être ici, 2 premières dames après, la femme rwandaise. Ça n'allait pas avoir de problème. Puisque regardez, elle, la rwandaise, avait des calculs aussi. Mais c'est des calculs. Ils se disent, si j'y vais, je vais tout faire pour la rencontrer. On doit prendre une photo. Et c'est cette photo qui va retenir l'attention de tout le monde. C'est des calculateurs, ils savent. Le Rwanda... Ils ont bien joué leur com, en tout cas. Ils connaissent la com comme pas possible, ces gens. Ils ont réussi à nous faire croire qu'ils étaient un pays démocrate. Est-ce que vous imaginez? Ça fait 20 ans qu'ils sont dans la dictature, mais personne n'en parle. Avez-vous déjà entendu le monde entier parler de la dictature du Rwanda? Pas du tout. Comment ils ont réussi à le faire? Parce qu'ils ont utilisé la com. La communication. Donc je crois qu'on aurait dû changer ces choses. Mais ça n'enlève en rien. Parce que nous avons vu des vidéos de Arafat avec un autre, je crois, un président aussi, un premier ministre de l'autre côté. On a vu des présidents, le premier ministre de Palestine et de l'autre d'Israël se serrer la main. On a vu ça. Donc le problème n'est pas là. Mais par contre, il faut juste soigner l'image. Je crois que c'est une erreur du début. Bon, on peut mettre ça dans les cadres comme ça. Mais dans le jour futur, il faudra corriger ça. Le chef de l'État, son sourire est un message. Sa posture est un message. Si le chef de l'État est avec Kagame et qu'il regarde à côté, les gens prendront ça. Regardez, voilà, ça me revient. Regardez l'image du président avec M. Kagame chez Macky Sall. Ça, c'était une posture à saluer. Il ne le regardait même pas. Il était focus sur Macky Sall. Pendant que Kagame recherchait le visage du chef de l'État. Ça, c'était une très belle image. Très belle image. Ça a les gens me m'ont dit, tout. Voyez-vous. Oui. Mais quand le chef de l'État sort d'un discours aussi important comme celui-là, et que boum, il rencontre Kagame, et qu'il sourit puisqu'il est éduqué naturellement, ça dérange. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion de l'image. Et je crois que les services du président comprendront la nécessité dans le futur. Hein, parce que là, c'est déjà fait, mais dans le futur, il faut comprendre. Corriger ça. Et aussi, il fallait conditionner l'opinion par la com. C'est ce qui nous a manqué. Regardez, pas de débats sur CNN. Pas de débats sur Fox News. Dans les grands médias. Le média où Biden suit. Le média que le monde entier suit. Pas de débat. Il n'y a pas de débat. On n'en parle même pas. On parle des discours d'Erdogan. Rentrez sur Facebook. Regardez le post. Vous allez voir qu'on poste plus le discours de Macron. On poste le discours de tel. Mais notre discours du chef de l'État est posté que par des Congolais. C'est-à-dire nous n'avons pas réussi à faire gober aux autres notre discours. Et ça, il fallait y travailler. Il y a des lobbying, il y a des cabinets experts en ça. Dans la communication. Oui. Ils sont aux États-Unis. Ils sont partout. Ils sont en Chine. Ils sont en Allemagne. Ils sont partout.
Vous n'avez qu'à les recruter. Vous dites, nous présentons 2-3 personnes et eux qui vont faire la chose. Tout à fait. On a démarché beaucoup de choses. Je pense que là, prochainement, ils pourront certainement s'en servir. Je crois. Alors, pour répondre à votre question... À la question du futur de la RDC, comment voyez-vous le futur de la RDC? Je peux vous rassurer que le futur... Certains le voient très noir. Non, le futur, il est bon. Le futur de la RDC. Oui. Le futur, il est bon. Parce que quand je vois des gens intelligents qui naissent tous les jours, quand je vois des hommes et des femmes déterminés pour changer ces choses, il y a quand même l'espoir. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que de la crasse. Il y a aussi le bon côté des choses. Et je crois que ce sont eux, ces personnes-là, qui pensent objectivement au pays, qui vont demain changer les choses. Ils sont minoritaires. Vous êtes quinois. Quand vous essayez de poser un acte qui semble un peu corrigé, vous avez cette rafale d'attaque. On vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Le Congo, c'est comme ça. Oui. Vous savez, on semble habitué à la médiocrité. Oui, parce que le niveau avait été tellement bas. Voilà. Vous ne savez pas ce que 20 ans peut faire dans un état, dans une vie. Ces hommes nous ont abrutis, à la limite. Ils nous ont détruit les neurones. Nous, on n'est plus... On a tout détruit dans ce pays. Le nivellement vers les bas, n'en parlons même pas. Tout ce qui pouvait sublimer ne sublime pas, n'attire pas. C'est de la bêtise. Tous les débats, c'est les débats sur les hommes. Voilà qu'on a fait un débat sans citer forcément les noms des gens. Voyez-vous comment ça passe. Mais regardez le nombre de vies qu'il y aura aujourd'hui. Mais si on se mettait là à parler des hommes et des hommes et des hommes et des hommes et des hommes, critiquer jusque dans leur famille, tu vas aller voir des vues. C'est-à-dire que les hommes s'intéressent à la bêtise au lieu que les hommes s'intéressent à ce qui se passe de formidable. Ça, c'est notre plus grand problème. Mais je crois que le futur de demain, il est merveilleux, il est fabuleux. Mais c'est aussi un risque. Un risque pourquoi? Parce que regardez, c'est à deux phases. Okay. Si nous ne faisons pas attention, nous allons importer les cadres demain. Si on ne fait pas attention, on va importer les cadres. Puisque nous perdons beaucoup en termes de temps. Le temps de développement, nous le perdons puisque nous sommes concentrés aux élections. Tout doit être fait, tout se résume aux élections. Alors que demain nous attend. Le développement nous attend. Nous n'avons pas encore répondu à la question du développement. On est toujours dans les questions électorales. Et ça, c'est très dangereux. Mais il y a une autre menace dans le futur. C'est la menace de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Cher Dan. Là, on est vraiment très, 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 très loin. On n'existe pas. Nous continuons à former nos enfants dans ce qui va mourir demain, Dan. Nous sommes encore en train de parler hydrocarbures. Mais dans 20 ans, on n'en parlera plus. Mais c'est quoi la transition? Est-ce que nous la préparons? On est absent. Le monde est technologique aujourd'hui. Est-ce que nous nous préparons dans la technologie? Quelle est l'université qui apprend aux enfants la technologie? Nous n'apprenons pas ça. Le monde va être spatial demain. Est-ce que nous avons pensé à l'ingénierie spatiale? On n'en parle pas. Nous sommes encore en train d'enseigner nos enfants la comptabilité. Sommes-nous sérieux? Dans 5 ans, les comptables n'auront plus de boulot. L'intelligence artificielle va détruire la fonction du comptable. Aujourd'hui, nous apprenons encore des gens à être des greffiers. Mais dans 10 ans, on n'aura plus de greffiers. L'intelligence artificielle va régler ce problème-là. Aujourd'hui, nous formons encore des enfants dans la photographie, ils veulent devenir des photographes. Mais dans 10 ans, on ne touchera plus les photos. On n'en parlera plus. Ça veut dire que là où le monde est en train d'aller, nous, on n'est pas là. Nous ne sommes même pas à la gare pour attendre le train. Le Japon est à la gare. Il attend le train. Les États-Unis sont déjà à la gare en train d'attendre les trains. Ou peut-être en train de le pousser même. La Russie est en train d'attendre les trains. Nous ne sommes même pas à la gare. Ça veut dire que nous n'imaginons pas notre futur de demain. Ce que nous apprenons à nos enfants va être obsolète demain. L'intelligence artificielle va détruire beaucoup d'emplois. L'ISTA va être fermée. La Polytechnique va être refondée. Puisque le monde s'organise différemment. Même le droit, aucun secteur ne sera épargné par l'intelligence artificielle. C'est une mission, ça demandera beaucoup. Je peux vous rassurer. Beaucoup de temps. Je crois qu'il faut qu'on élabore ça pour en parler. Oui, parce que demain, c'est la tête. Le muscle n'aura plus de problème. Vous savez, lorsqu'on a fait des robots dans les usines, c'est plus de 15 millions d'emplois qui avaient été détruits. 15 millions d'emplois. 15 millions d'emplois. Plus de 15 millions d'emplois. Quand juste on a créé des robots dans les usines. Et ça date de plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Est-ce que vous savez aujourd'hui, les fonctions comme le chauffeur, ça n'existera plus dans 20 ans. Tous les véhicules seront des véhicules automatiques. Il n'y aura plus de chauffeurs. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y aura plus de pilotes. Ça n'existera plus. Mais pourquoi vous continuez à former les pilotes? Puisque dans 20 ans, ils ne serviront à rien. Il n'y aura aucun avion qui aura des pilotes. Tous
tous ces métiers, l'intelligence artificielle est en train de les balayer. Débalayer. Vous n'aurez plus de caméramens. Pourquoi vous formez vos enfants dans les caméras? Regardez nous-mêmes dans ce plateau. Nous n'avons pas de caméramens. Cependant, nous travaillons. Pourquoi? Parce que nous avons des caméras robots. Ça veut dire que les robots font le travail à notre place. Qui ne nous dit pas que demain le journalisme va s'arrêter? Ça peut être vrai. Mais bien évidemment. Le métier d'orateur, on n'en aura plus besoin. Ça sera une machine qui nous parlera. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que les distributeurs de banques, vous savez combien d'emplois les distributeurs ont détruit? Plusieurs emplois ont été emportés par les distributeurs. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de quelqu'un pour prendre mon argent. On m'a même dit qu'il y a des distributeurs où on fait même les dépôts. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'aller à la banque. Je prends juste mon argent, je vais dans un distributeur, je mets l'argent là-bas, et si je veux retirer, je fais la même chose. Je retire l'argent. Mais il y avait 3-4 personnes qui travaillaient là-bas. Ils sont partis. Pourquoi nous n'imaginons pas le futur? Parce que le futur de demain, c'est là, c'est dans la tête. Ça ne sera plus dans le muscle. Mais c'est formidable ce que vous dites. C'est à nous d'aller maintenant là, de réformer notre chose. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, on apprend comment on appelle ça en commercial? La sténographie. La sténographie. Mais c'est pas vrai. Vous apprenez la sténographie aujourd'hui. Mais on est où finalement? C'est pas possible. Dans le monde est en train de changer, mais rapidement. Mais nous, on est en retard. Au lieu de nous réveiller pour imaginer demain, on est en retard. La guerre qui nous attend demain ne sera pas la guerre de l'eau comme on nous a fait croire. La guerre qui nous attend demain, ça sera la guerre de l'information. Ceux qui détiendront les informations les plus importantes vont dominer sur les autres. Et si nous voulons être dominés, parce que si nous voulons dominer, apprenons la connaissance. C'est au ministère de l'Essu. Non, ça dépasse le ministère de l'Essu. C'est le président. Le président de la République. Ça, c'est le chef de l'État lui-même qui doit imaginer ça. Ce n'est pas un ministre de la... Ça, c'est pas un ministre. Ça, c'est le chef de l'État qui a une vision, qui dit comment on fait. Et l'avantage dans tout ça, nous avons des ingénieurs dans cette histoire comment on appelle ça, de l'intelligence artificielle. Ils enseignent à Harvard. Ils enseignent à Columbia. Des Congolais. Des Congolais. Ils sont à NASA. Le professeur Jean Bellé, c'est un génie. Il est maintenant où? Dans les MIT, quelque chose comme ça. On a des Congolais qui sont en France, qui sont dans l'ingénierie. Mais le chef de l'État doit taper la main sur la table et ramener ces gens-là sur une table de négociation pour dire le Congo de demain va se composer avec vous. On fait comment? Et c'est ça qui va nous changer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les professeurs, on n'en aura plus d'ailleurs. Dans 20 ans, 30 ans, on n'en aura plus besoin. Parce que la machine va commencer à nous enseigner. On sera dans un auditoire en train de prendre note peut-être. Ou on sera en train de voir, qu'on appelle ça, au niveau du téléphone. Mais ce qui est avantageux pour terminer, l'intelligence artificielle a besoin d'un support. Et ce support, on le trouve chez nous au Congo. On le trouve à Goma. On le trouve dans la ceinture de minerais. Dans le sous-sol. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans la RDC. Nous allons jouer un rôle important demain. Mais est-ce que les hommes ont compris cette mission? Point d'interrogation. Merci beaucoup, M. Christian Bossembe. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Dan. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, cette émission est une émission... On n'a pas parlé d'individus, on a parlé des personnalités, on est allé au-delà, on a parlé du Congo, de l'avenir de notre pays. Que serons-nous demain? Prenez conscience qu'à l'avenir nous attend. À demain pour un autre numéro. Au revoir.